On va parler de la vie d'une installation agrivoltaïque. Contrat, partage de la valeur et suivi des évolutions. Un petit propos de contexte avant d'accueillir mes intervenants. Innovation récente, on le dit depuis ce matin, l'agrivoltaïsme pose encore de nombreuses questions. Et on le voit dans vos réactions, ici dans la salle et avec les gens qui nous suivent en ligne et qu'on salue et qu'on remercie de s'être connectés depuis ce matin, aussi nombreux. Je crois qu'il y a pas loin de 500 connexions depuis ce matin. De nombreuses questions sur les responsabilités respectives de l'agriculteur et du développeur, sur la flexibilité des contrats au regard des résultats effectivement observés, sur les mécanismes de résolution des conflits éventuels. Des points méritent éclaircissement toujours, qui font parfois l'objet d'incompréhension sur le partage de la valeur. Ça, c'est une question essentielle qu'on soulève depuis ce matin, qui caractérise parfaitement l'enjeu d'équilibre entre production agricole et production d'énergie. Autant de sujets à baliser pour assurer la pérennité des projets et l'essor de la filière. Alors, dans cette dernière session, on va essayer de dresser un bilan de ce qui a été dit depuis ce matin, et Dieu sait qu'il en a été dit des choses intéressantes et pertinentes. Et on va aussi creuser les questions de partage de la valeur. Qui doit gagner? Quelles sont les propositions? Qui bénéficie de cette valeur ajoutée de l'exploitation agrivoltaïque? J'aimerais accueillir sur scène les intervenants de cette dernière session, qui sont dans l'ordre d'apparition et sous les applaudissements de la foule en délire. Julien Fradin, ingénieur agronome, Institut de l'élevage. André Delpech, la Fédération nationale ovine. Jean-Philippe Priarolo, responsable des activités Allium Énergie et Terrena Énergie. Et Blandine Thuel, fondatrice de Actuel. Merci pour la foule en délire. Allez, on va se proposer 1 heure de discussion et puis vous laisser la parole à l'issue pour toutes vos questions. Julien, je voudrais démarrer avec vous, Julien Fradin. Je l'ai dit, vous êtes ingénieur agronome à l'Institut de l'élevage, service eau, air et énergie. Julien, est-ce que vous pourriez nous restituer les travaux que l'Institut a conduits depuis 3 ans, 4 ans, 3 ans maintenant, depuis 2021, et qui font globalement le tour des enjeux, des questions posées et qui donnent quelques premières pistes de retour d'expérience? Qu'est-ce qui en ressort? Le micro est allumé, il est géré par nos amis à la technique. On peut applaudir nos amis à la technique depuis ce matin. Sans eux, rien ne serait possible. Merci à vous, les garçons. Je vous laisse la parole, Julien. Oui, bonjour à tous. Donc, Julien Fradin, je travaille à l'Institut de l'élevage, donc un institut technique qui travaille sur tous les éléments qui tournent autour de l'élevage de ruminants. Donc, en agrivoltaïsme, principalement, ça va être les ovins et les bovins qui vont nous intéresser. On a évidemment traité la question de l'agrivoltaïsme assez tôt, en fonction des demandes des professionnels. Donc, tout d'abord sur la filière ovine, qui arrivait très tôt avec ses projets de photovoltaïque et de couplage des 2 activités. Donc, on a commencé avec des travaux d'enquête chez des exploitants, des éleveurs qui avaient déjà ces projets en place. Alors à l'époque, on ne parlait pas encore d'agrivoltaïsme. Et on a sorti donc en 2021 le guide de l'agrivoltaïsme appliqué aux ruminants, où on posait un peu toutes les bases de ce qu'on en savait à l'époque, à la fois donc, en termes de biblio, de retour d'expérience, souvent à l'étranger, certes. Donc ça a évolué et on va le mettre à jour bientôt, grâce aux différentes études qui peuvent y avoir maintenant sur le territoire français. Et donc on a essayé de mettre un petit peu en avant toutes les bonnes pratiques qui étaient nécessaires pour un bon projet agrivoltaïque, où l'on considérait que, et c'est ce qui a été partagé aujourd'hui, le projet agricole est évidemment le projet qui doit être principal et qui doit porter un peu le projet tout entier. Et donc c'était aussi mettre en avant donc, un peu toutes les bonnes pratiques d'élevage, en considérant, lorsque voilà, on va être sur des panneaux sur prairie, qui est on doit commencer par déjà être capable de faire pousser une prairie, quoi, et pas venir valoriser des terrains
où majoritairement ils poussent des cailloux. Donc ça pose une question de quand est-ce qu'on vient implanter la prairie nécessairement, la phase chantier, dans quelles conditions elles doivent avoir lieu, hein. C'est parce qu'on est sur des projets à très long terme, enfin, on parle de 30, 40 ans, où on voit des conceptions centrales qui ne sont pas toujours adaptées pour venir retravailler par la suite la parcelle. Du coup, il faut que dès le début, on ait mis en place toutes les conditions donc, pour que la prairie soit bien implantée en amont et qu'elle puisse perdurer, quoi. Donc voilà, ce genre de choses qu'on a pu mettre dans le guide, et également prévoir toutes les infrastructures pour une bonne valorisation de cette prairie et qu'elle soit pérenne en termes de gestion de pâturage. Où est-ce qu'on met les clôtures, hein, c'est une chose principale sur ce genre de parcelles. Favoriser au maximum un pâturage tournant, par exemple, parce qu'on sait que c'est des bonnes pratiques voilà, pour favoriser une prairie qui va être pérenne. Également prévoir, lorsque ce n'est pas déjà le cas, des zones d'abreuvement, des zones aussi pour faire venir les animaux, les re-rentrer, parce qu'on sait que souvent les animaux ne vont pas uniquement rester sur cette parcelle, ça va être dans un système. Et c'est tout ça qu'on a essayé de mettre par écrit. Oui, vous avez en partie répondu à la question, mais depuis que vous avez mené ces travaux, quelles recommandations est-ce que vous avez formulées? Oui, alors déjà des hauteurs minimales en termes de points bas, alors qui étaient à l'époque finalement assez basses, hein. On était à 1 mètre, 1 mètre 10 pour des ovins. On a vu qu'on a voilà, maintenant un petit peu relevé ce niveau-là. On n'a pas une hauteur qui est fixe dès lors que le bien-être animal est comment dire, voilà, il est pérennisé d'une certaine manière. On sait qu'en fonction du projet, en fonction de la race, ça peut être amené à évoluer. Chaque projet est un peu unique quelque part. Et si on est en plus sur des bovins, bon, bah, c'est une question que l'on traite avec aujourd'hui des démonstrateurs où on vient faire des suivis de comportement animal avec des panneaux à différentes hauteurs pour venir vérifier que bah, voilà, les animaux se comportent d'une manière normale, voire utilisent ces panneaux comme des abris. Donc on n'a pas encore aujourd'hui, on va dire, toutes les réponses, hein, c'est aussi l'un des messages, notamment au vu de ce qui est demandé par le décret, où sur certaines choses, on pourrait se dire qu'ils ont mis la barre assez haute, et que nous, Institut, notre objectif, c'est de construire des références, et que pour construire des références, il faut aussi avoir des cas concrets qui sont aujourd'hui encore peu présents sur le terrain. Donc les travaux se poursuivent. Tout à fait. Et vont se poursuivre pendant... Et on monte des projets, on accompagne des projets pour aussi démontrer quelles sont les bonnes pratiques. On a parlé de technologie éprouvée. C'est bien une production animale liée à un territoire, donc à des conditions pédoclimatiques, avec une technologie. Et c'est bien ces 3 points-là qui méritent d'être étudiés avec toute la diversité que l'on a en France, quoi. Merci beaucoup. André Delpech de la Fédération nationale ovine. Alors, on a entendu ce matin le point de vue de la Fédération par la voix de votre présidente, Michèle Boudouin. Moi, j'ai envie de vous demander une réaction à ce qui était dit, formulé et exprimé depuis ce matin. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, André Delpech, éleveur de moutons donc, dans le Lot, et donc en charge à la FNO du dossier agrivoltaïque avec Audrey, avec Michel. Donc, ça fait longtemps qu'on a réfléchi à tout ça. Il y a eu un débat assez passionné au début, et puis on a dit il faut quand même s'impliquer parce qu'il y a une tellement bonne complémentarité avec le photovoltaïque au sol, l'agrivoltaïque et les moutons. Ça va nous permettre donc de conserver des éleveurs, d'installer donc des jeunes agriculteurs en production ovine, qui, comme Michel l'a rappelé, effectivement, nous sommes donc déficitaires. Donc merci effectivement à Enerplan pour
donc cette journée où, comme on l'a dit tous, on a vraiment besoin donc d'expliquer, de mieux expliquer la différence entre donc l'agrivoltaïque et le photovoltaïque au sol. Moi, pour avoir des projets, on voit de suite les élus, toutes les confusions qu'il y a entre les deux. Et effectivement, on est parti d'une situation où on faisait du photovoltaïque au sol, et maintenant on dit non, c'est l'agrivoltaïque, sauf que beaucoup n'ont pas lu le décret, ne savent pas qu'il y a enfin une définition plus précise. Donc merci à tous les participants et tous ceux qui suivent le webinaire, parce qu'effectivement, il faut être conscient que c'est un de nos points faibles pour le moment. Donc, on doit tous, avec notre bâton de pèlerin, bien expliquer ce qu'est l'agrivoltaïque et qui est favorable, bien sûr, pour les agriculteurs, pour monter des projets et pour les développeurs, mais aussi pour l'ensemble du territoire. Et c'est là un autre message sur lequel donc, il faut aussi donc, insister. On rencontre des élus, la taxifère, le machin, les retombées, ils n'en comprennent rien. Ils disent non par principe, sans connaître que eux seront les premiers servis, si ça aboutit, effectivement, s'ils nous aident à aboutir, oui, certes, mais c'est eux qui auront la plus grosse part du gâteau, quand même. Ils ne le savent même pas. D'où ça vient, cette méconnaissance, ou peut-être ce désintéressement, aussi simplement que ça? C'est la faute à l'école, c'est la faute à... Je sais Allez, pas, on va se dire les choses. qui nous a fait des propositions. Je ne sais pas qui c'est qu'il faut cibler. Non, je pense que nous, en étant porteurs de projet, il faut être conscient de cette limite-là d'entrée, où on dit bon, il faut beaucoup d'animation, beaucoup d'explications, du relationnel, et déjà, ça prend effectivement donc, beaucoup de temps. Mais entre autres, donc, avec le territoire, les élus, et les diverses collectivités et les divers maillons, il y a la commune, il y a comme quoi, il y a le département, il y a le parc. Bon, voilà, il y a du monde à convaincre, mais ce n'est pas le plus difficile parce que tout le monde est capable de comprendre. Ce n'est pas une usine, ce n'est pas du nucléaire. On peut l'expliquer quand même. Le photovoltaïque, ça c'est facile à expliquer. Vous l'avez dit, André, la fédération embrasse pleinement cette question de l'agrivoltaïsme, mais pour autant, est-ce qu'il y a des questionnements qui demeurent au sein de la fédération aujourd'hui? Donc on pense, nous, que enfin, les mentalités ont quand même bien évolué. Des références techniques aussi, on en a enfin de plus en plus. Donc on est capable de rassurer beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans. Et bien sûr, donc la définition de l'agrivoltaïque qui va vraiment nous aider. Donc, comme ça a été dit ce matin, effectivement, on est au début de l'agrivoltaïque, mais moi je suis confiant parce que c'est un projet qui apporte des solutions pour tout le monde, pour tout le territoire. À nous, donc, de bien l'expliquer, mais c'est très, très cohérent. Encore plus, avec l'élevage ovin quand même. Est-ce que la question du partage de la valeur, par exemple, pose des questionnements particuliers aujourd'hui? Effectivement, ça ne doit pas être tabou, mais je crois qu'avant de partager la valeur, il faut partager le projet. Il faudra partager les difficultés, il faudra peut-être partager les frais, il faudra partager les risques. Et effectivement, si tout aboutit, on pourra aussi partager la valeur. Et donc là, il y a un point qui doit être mis en débat aussi. Faut-il que les agriculteurs s'impliquent dès le départ dans la société de projet ? Donc là, ça fait débat. On en est un peu à ce stade-là. On pourrait dire non, mais nous, on reste, comme ça a été dit ce matin, on reste sur nos fermes et puis les autres, donc, ils regardent les aspects financiers, comment ça se passe. Mais moi, ce n'est pas pour un but donc, d'essayer d'avoir 4 sous de plus. C'est pour dire on est vraiment partenaire dès le départ donc, du projet. C'est un projet agrivoltaïque. On est dans la société donc, de projet. On y rentre, on veut y rentrer. Ensuite, les autres étapes, est-ce qu'on fait le co-développement, les agriculteurs avec les développeurs? On fait du co-développement. Est-ce qu'on va jusqu'au permis et après on revend nos parts? Ou bien est-ce qu'on veut rester jusqu'au bout? Et donc là, en rajoutant donc, des capitaux au moment où il faut investir. Mais sur le partage de la valeur, il y a cette réflexion qu'il faut avoir. Et qui peut-on associer aussi comme partenaire dès le départ dans la société de projet? Jusque-là, on est habitué. Il y a un développeur qui s'occupe de tout. Ils disent on a toutes les compétences en interne, tout va bien. Hop, c'est la simplicité. On est d'accord. Sauf que si on n'arrive pas à le faire accepter donc, au territoire, on aura tous zéro. Et par contre, si on s'associe donc à plusieurs, les agriculteurs, mais pas que, est-ce logique ou pas que les communes s'y impliquent, que les communes rentrent aussi
dans la société de projet, pour prendre un exemple. Est-ce que justement nos COP rentrent dans la société de projet? Moi, je le trouverais donc cohérent aussi. Est-ce que les SEM rentrent dans les sociétés de projet avec les complications que ça peut amener, hein? Parce qu'effectivement, on dit, bon, on est tous ensemble au départ, il faut ensuite s'entendre, se mettre d'accord sur les objectifs. Et donc, j'ai cru comprendre, mais je ne suis pas juriste, moi, qu'on pouvait faire un pacte d'associés pour caler un peu les choses. Bon, voilà. Donc, moi, ça ne me fait pas peur. Moi, ça ne me fait pas peur, mais ça mérite d'être donc bien discuté dès le départ. Justement, on va entendre Jean-Philippe Priarolo, responsable des activités Allium Énergie et Terrena Énergie. Terrena, coopérative agricole, hein, qui a développé une activité de co-développement au projet agrivoltaïque. C'est bien ça? C'est bien ça. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette activité? Pourquoi est-ce que vous y êtes allé en tant que coopérative? Ce n'est pas commun l'intérêt pour le monde de l'énergie de la part d'une coopérative. Expliquez-nous. Effectivement, donc Jean-Philippe Priarolo, je suis responsable donc de Terrena Énergie. Et effectivement, les coopératives n'ont pas été beaucoup citées aujourd'hui. Je crois que c'est même la première fois qu'on le cite. C'est la première fois, oui. Voilà. Non, il n'y a pas de. Donc les coopératives, en fait, justement, sont dans la production agricole. Hein, c'est dans notre ADN. On accompagne les agriculteurs dans leur acte de production, que ce soit du conseil jusqu'à la collecte des animaux et même la transformation. On est un groupe agroalimentaire de l'ouest de la France. Et on a aussi donc, des abattoirs donc, pour transformer notamment ces animaux, ces ovins et ces bovins. Et donc, il y a quelques années, effectivement, on a regardé au niveau du conseil d'administration de la coopérative, composé d'agriculteurs, qu'est-ce qu'était l'agrivoltaïsme. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une opportunité à être acteur dans ce domaine-là, vu effectivement les bénéfices que ça pouvait apporter pour les agriculteurs et pour le territoire. Voilà, donc on a réfléchi et on s'est organisé justement pour aller faire du co-développement, hein, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention du permis de construire, parce qu'on s'est dit que c'est là qu'il y avait un gros enjeu, de manière à pouvoir développer des projets qui soient vraiment vertueux, hein, où il y avait vraiment un projet agricole, puisque comme l'a dit André, la production de moutons, d'agneaux baisse d'année en année. Sur notre groupement ovin, on a donc 340 éleveurs ovins dans notre groupement et on voit que la production baisse d'année en année de 2% par an. Donc il y a un vrai enjeu de maintien. Et on s'est dit que l'agrivoltaïsme pouvait être un des leviers pour maintenir et pourquoi pas développer cet élevage ovin. Ils permettent les transmissions d'exploitation. Voilà. Et alors, les coopératives, on est dans le monde de la production agricole, on n'est pas dans le monde de l'énergie, donc pour nous, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et du coup, pour avancer, donc on a monté un partenariat avec un énergéticien qui s'appelle Altarea et qui nous apporte donc une expertise en matière d'énergie, en matière aussi de capitaux, puisque la coopérative, même si on fait pas mal de chiffre d'affaires, les investissements sont surtout orientés vers l'agroalimentaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit, on n'est pas aujourd'hui prêt dans nos têtes à investir dans l'exploitation elle-même de la centrale ensuite. Voilà. Par contre, accompagner les éleveurs jusqu'à l'obtention du permis de construire, c'est ce qu'on souhaite faire aujourd'hui. Alors, c'est peut-être encore un petit peu prématuré, mais est-ce que vous pourriez nous faire part de premiers retours d'expérience sur le sujet? Alors, oui, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que je fais partie du groupe technique de la coopération agricole, donc avec des collègues d'autres coopératives. Donc chacune des COP, ils vont avec leurs moyens humains et financiers. Donc soit c'est de l'accompagnement dans le conseil technique, soit c'est du co-développement, de l'apport d'affaires, etc. Les premiers retours que l'on a, nous, c'est vraiment l'importance, je crois que c'est ça, l'importance de la qualité du projet agricole, on l'a déjà dit. Mais voilà. Un agriculteur qui est vraiment agriculteur, qui a des moutons, qui a envie de développer son exploitation, qui est peut-être aussi, on peut le dire, intégré dans son territoire aussi, voilà, qui est en capacité d'expliquer à ses voisins qu'il y aura des panneaux, avec donc cet enjeu de co-visibilité. Voilà, là c'est vraiment le premier retour d'expérience. Et puis cette capacité aussi de l'agriculteur à porter le projet pendant de longues années et de défendre ça. Et là-dessus, on se dit qu'une coopérative peut justement, du fait de sa proximité avec ses adhérents, on parle d'adhérents, peut l'accompagner. Voilà. Donc on a peut-être aujourd'hui, et j'imagine, on a vu tout à l'heure, des porteurs de projets qui sont vraiment des profils entrepreneurs. Ce serait bien aussi que d'autres profils d'agriculteurs puissent aussi profiter de ces opportunités-là. Voilà. Qu'est-ce que vous y gagnez, vous? Quel est votre intérêt? Alors nous, on a plusieurs intérêts. Bien entendu, on a le maintien de la production agricole, donc ovine aujourd'hui, mais demain bovine, etc. Voilà.
Il y a aussi un gain économique, puisque on pense que c'est permis de construire une valeur aujourd'hui sur le marché. Et donc, cette valeur, eh bien, on va la réinjecter ensuite au niveau de la coopérative pour continuer à développer la production agricole sur l'ouest de notre France. Voilà. Merci beaucoup. Blandine Thuel, bonjour, fondatrice de Actuel, je l'ai dit, un cabinet d'accompagnement en stratégie et développement durable. Donc, en tant que fondatrice d'Actuel, est-ce que vous pourriez nous parler de concertation et d'un mot qui ressort depuis ce matin, acceptabilité. Vous dites que c'est le vrai sujet de la filière à l'heure où les oppositions fleurissent sur tous ces projets. Bonsoir. Donc effectivement, je pense que c'est le mot du jour, je pense, parce qu'on en a entendu parler du début à la fin. L'acceptabilité, et effectivement, je resterai sur l'acceptabilité et non pas l'appropriation, comme le citait l'ADEME, parce que je pense qu'il faut être très humble dans la démarche. On est face à une nouvelle filière, face à des nouveaux projets, face à un peu l'inconnu. Parfois, on le dit, il manque de data, il manque de recul, etc. Et donc, de plus en plus, qu'est-ce que l'on voit ? On voit quand même une opposition, souvent de plus en plus forte, sur tous les types de projets. Lié à quoi ? Alors, moi, j'allais dire, il faut prendre aussi du recul là-dessus. Ce n'est pas lié à l'agri-PV. C'est lié aussi où on est quand même dans un monde qui change, dans un monde de plus en plus connecté, digital, dans lequel où la manière de créer et de monter des projets a changé. On ne peut plus faire son projet privé dans son coin, déposer son permis et attendre clairement de pouvoir le monter. Maintenant, partout, on entend des budgets participatifs, des co-constructions. Le citoyen a besoin de savoir, a besoin de participer, a besoin de comprendre. Et parfois, justement, l'inconnu ou la crainte fait qu'on est inquiet et donc on est en opposition et ça peut prendre aussi des formes très très violentes. Donc c'est vrai que indirectement, nous on connaît ça, on accompagne des projets notamment en méthanisation depuis de longues années et on savait vraiment que l'agri-PV allait susciter ces mêmes craintes et ça n'a pas loupé et même c'est devenu très vite. Et pourquoi ? Parce qu'on l'a vu aussi, il y a des contraintes techniques qui font aussi que certains projets pullulent un petit peu à proximité des zones de raccordement, ce qui fait que certaines Comcom ou communes ont déjà en leur sein une dizaine de projets à étudier. Et donc là, tout de suite, l'inquiétude, elle est très forte. Comment choisir ? Quels sont les critères ? Sachant que, y compris dans les services instructeurs, on l'a vu dans la deuxième table ronde, on en est à peine à avoir la lecture des décrets et comment les appliquer. Sur le terrain, c'est vraiment aussi l'inconnu et qu'est-ce que ça va être ? On a des antécédents, comme notamment certaines serres photovoltaïques qui ont été créées il y a quelques années dans certains départements, où l'activité agricole n'a jamais été en dessous. Sauf depuis quelques reprises et notamment grâce à l'agrivoltaïsme. On a eu aussi des cas de méthanisation qui ne se sont pas super bien passés en termes de concertation. On a eu aussi l'éolien. C'est pas du tout la même chose parce que c'est pas du tout les mêmes parties prenantes et pas la même implication de l'agriculteur dans le projet. Mais il faut noter que tout ça n'a pas favorisé le fait qu'on arrive en installant des nouveaux projets sans opposition. Alors qu'est-ce que vous faites dans ce contexte concrètement ? Alors dans ce contexte, le mot d'ordre c'est concerter. Mais pour concerter, il faut déjà bien s'entendre avec le porteur de projet et l'opérateur des éléments qui sont concertables. Parce que tout n'est pas concertable dans un projet. Il y a vraiment la taille du projet, la production, le type de panneau, etc. Mais ensuite, il faut aussi ouvrir et laisser aux riverains, aux institutionnels, aux associations, un certain nombre de concertations. Et ces concertations, elles ne sont jamais les mêmes. Les éléments concertables sont extrêmement divers en fonction des projets et les réponses à apporter sont extrêmement diverses en fonction du local. Je fais juste là-dessus deux exemples très concrets. On a parlé du pâturage tournant qui, techniquement, et bon, moi je suis agronome et spécialisée en zootechnie, c'est réellement, effectivement, techniquement ce qu'il faut prioriser pour la pâture, mais des associations environnementales vont vous dire « mais absolument pas, moi je veux 0,6 d'UGB sur ma parcelle, pas de plus, parce qu'autrement vous allez détériorer la biodiversité, etc. » Parce que là aussi, on a d'autres contraintes environnementales à faire. Donc il faut trouver un équilibre, il faut trouver un dialogue, et il faut que l'agriculteur soit aussi dans l'acceptation de changer quelques pratiques qu'il a mis au sein de son projet, mais pas celles qui vont remettre en cause la qualité de vie de l'agriculteur, la qualité intrinsèque de son projet. De la même manière, on dit il faut que peut-être les collectivités ou les citoyens rentrent dans les sociétés de projet. Pourquoi pas ? Dans certains territoires, c'est peut-être une attente. Dans d'autres territoires, pas du tout.
Nous, on a eu donc des concertations où justement l'opérateur a ouvert, mais il n'a eu aucun répondant. Parce que la population, intrinsèquement, n'était pas intéressée là-dessus. En revanche, ce qui est ressorti des concertations et des demandes de la population, c'était lié donc à tout ce qui était locomotion dans une zone rurale extrêmement désertifiée. Et ce qu'ils souhaitaient, c'était la mise à disposition d'un véhicule électrique au sein de la commune, 54 habitants, un véhicule électrique. Et donc, ça a été une des pistes que l'opérateur a pris sous le bras suite à la concertation et donc suite au prochain épisode. Parce que là, on est vraiment aussi sur des projets qu'on accompagne et qui sont là actuellement en cours de concertation. Et que vous accompagnez jusqu'au bout. Alors, tout dépend en fait de la demande des projets. Parfois, le mieux est vraiment d'intervenir en amont, c'est-à-dire vraiment avec une phase d'audit qui permet en fait de cartographier les parties prenantes, de voir les parties prenantes les plus impliquées et les plus implicables, notamment beaucoup les coopératives, notamment les filières économiques, qui pour nous donnent un sens aussi à la durabilité du projet, et de travailler à un plan de concertation avec l'opérateur et l'agriculteur. Et ensuite, en fonction, soit on intervient à des moments très spécifiques, soit de création d'outils, soit d'animation d'ateliers, de réunions, ou tout le long, quand c'est demandé. On a un projet, nous, qui est en cours de concertation depuis 2 ans et demi, sur une zone à très fort enjeu environnemental, sur le Cosses-Comtal dans l'Aveyron. Alors, quand on fait un projet de concertation, on fait un bilan qui est remis comme un rapport au moment du permis de construire, c'est ça? Dans quel but? En fait, le bilan de concertation, c'est vraiment un vrai plus pour l'opérateur et le porteur de projet, pour montrer, parce qu'une action de concertation, on ne va pas se mentir du tout, c'est pas pour faire changer les personnes qui sont opposées, c'est pour arriver à leur faire partager les enjeux agricoles, partager les enjeux énergétiques et partager la durabilité du projet qui va être installé, de pouvoir le faire évoluer pour plus de valeur ajoutée sur le territoire, mais en aucun cas, on va faire adhérer 100% des riverains, 100% des élus, etc. Par contre, ce bilan de concertation, c'est un vrai plus au moment du dépôt de projet, qui montre en fait l'ouverture et le dialogue qui a été au moins essayé d'être créé sur le territoire. Je vous prends l'exemple sur le cas où, sur le Cosses-Comtal, les associations environnementales ont refusé la médiation, mais il y avait une invitation publique, les personnes ne sont pas venues. Le préfet a quand même noté que c'était quand même les associations environnementales qui n'avaient pas souhaité dialoguer. Donc ça a été quand même un plus par rapport au projet. C'est un exemple, mais pour dire que voilà, le bilan de concertation est un réel plus, ce d'autant qu'actuellement, avec la loi APER, maintenant, on a quand même une instance de dialogue nouvelle, qui est le fameux comité de projet. On n'en a pas trop parlé techniquement le long de cette journée, qui est pour moi en fait le fer de lance de la concertation. Expliquez-nous peut-être, parce que alors le comité de projet, il doit se réunir au moins une fois avant le dépôt de permis, et c'est à l'initiative de l'opérateur. Il y a une liste plus ou moins exhaustive de personnes à inviter, mais c'est très libre. Et justement, moi, je suggère aux personnes que l'on accompagne que ce soit vraiment le démarrage du plan de concertation, qu'on ait fait l'audit avant, et que pendant ce premier comité de pilotage, on explique comment l'opérateur et l'agriculteur vont concerter et ouvrir au dialogue jusqu'au permis de construire, pour pouvoir justement clôturer juste un peu avant, pour pouvoir justement résumer les atouts et les changements de ces projets. Et parfois, on ouvre justement des dialogues avec la population, notamment les élus présents mettent à disposition leur journaux local pour communiquer sur le projet, par exemple, ou c'est là aussi qu'on a des salles communales gratuites mises à disposition pour pouvoir faire ces opérations de communication. Donc c'est gagnant-gagnant de démarrer, et par contre de clôturer avec un deuxième comité de projet qui, lui, n'est pas réglementaire, mais pour moi, qui est capital pour justement clôturer cette période de concertation et pouvoir mettre en avant ce qui a été concerté et ce qui a été adapté. Voilà. Parce qu'il y a toujours des choses adaptables. Voilà. Je voudrais avoir votre réaction à tous les trois, André, Julien, Jean-Philippe, sur cette question de la concertation. Donc on est tout à fait d'accord. Bien sûr, on commence par de l'animation, concertation, bon, les mots limite, mais oui, et c'est du travail. Je l'ai dit tout à l'heure, et effectivement, il faut prendre le temps de bien le faire. Il faut prendre le temps donc, de bien le faire. Et pour expliquer les besoins, effectivement, il faut aussi récupérer quelques chiffres. Quel est le déficit du département? Personne n'en sait rien. Si nous, on l'apporte et on dit oui, il faut en produire parce que dans notre département, on est déficitaire. Mais vous mangez aussi tous les jours, vous avez besoin d'électricité tous les jours. Et donc le projet, c'est pour répondre aussi à ces deux besoins. Et on lance les discussions, les débats. Et déjà, on part sur d'autres bases. On montre que c'est bien aussi
pour le besoin du territoire que l'on construit tout ça. Ce n'est pas pour un développeur et un agriculteur. Et souvent, on peut faire aussi des projets collectifs à 10, 15 agriculteurs avec 20 propriétaires sur plusieurs communes. On peut garder cet esprit donc, de coopérative, mais on est tout à fait d'accord. Attention à bien démarrer en expliquant bien les projets, les enjeux et pourquoi on en est là. Et donc, il faut expliquer la loi et tout ça. Julien, Jean-Philippe, la concertation, elle permet, comme on dit, de remettre l'église au centre du village. Oui, tout à fait. Alors, la concertation, je pense qu'elle a le mérite d'avoir lieu déjà à la base entre finalement l'éleveur, l'agriculteur et le développeur, enfin, celui qui va aussi conceptualiser la centrale. Chaque agriculteur a son projet, a sa manière de travailler et dans le projet de loi, dans la loi APER, on a bien l'idée que l'agriculture reste finalement n'a pas besoin d'être trop adaptée, quoi. Et ça, il faut bien que chacun prenne en compte de ce qu'il est prêt à faire et connaissent un petit peu finalement le métier de l'autre, celui avec qui il travaille, quoi. Hein, ça fait partie des choses qui, au début, on est sur deux mondes qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, et il faut apprendre à quelles sont les choses inévitables et quel est un petit peu le quotidien de chacun, quoi. Jean-Philippe, vous en avez senti du ressentiment Oui, enfin, c'est évident, la concertation est vraiment indispensable, hein. C'est intéressant cette notion de bilan de concertation qui est présentée au moment du dépôt de permis de construire. Bon, au niveau de la coopérative, par essence, on est attaché à un territoire, hein. On est structurellement sur ce territoire-là, et on parle de financement moderne, mais c'est vrai qu'une coopérative, c'est une vieille notion, mais un homme égale une voix dans une coopérative, et qu'on est 100 ou 1 en capital, un homme égale une voix. Donc, il y a cette notion là, d'appartenance à un territoire. Et donc, tous les échos, ils remontent au niveau de la COP. Et du coup, quand on y va, on engage aussi l'image de la coopérative, d'où l'importance de bien accompagner l'agriculteur et d'aller chercher tous les bénéfices, à la fois pour l'agriculteur. Hein. Moi, j'ai un exemple en tête où l'éleveur, aujourd'hui, il travaille 365 jours par an. Il n'a pas les moyens de se payer un salarié pour avoir quelques week-ends de libre, voilà. Donc il compte bien là-dessus pour pouvoir avoir aussi ce temps libre. Il y a les bénéfices aussi pour la commune aussi, pourquoi pas réfléchir à de l'autoconsommation, hein, pour que les boulangers, par exemple, achètent leur électricité à un prix stable pendant 20 ans. Voilà. Et ça passe pas seulement par je veux prendre des parts de capital, parce que bon, finalement, vu les investissements, avec mes, je sais pas, 10 000 euros par exemple, où je n'aurai que 1% du capital, donc c'est pas avec ça que j'aurai une voix aussi. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt le travailler justement par une concertation structurée et des accords d'échange, quoi, qui sont mis en place dès le début? Blandine, vous intervenez en quelque sorte comme des médiateurs, si je comprends bien. Alors, c'est un peu le rôle de la structure qui mène la concertation. Elle doit être neutre. Mais elle doit être neutre, mais à la fois dans la spécificité des projets agri-PV, c'est quand même aussi une très forte connaissance des spécificités agricoles. C'est-à-dire que dans la poursuite d'un projet agricole, dans sa construction, il faut aussi bien connaître le rôle de la coopérative, le rôle du négoce, le rôle du syndicat, le rôle de la chambre, etc., pour pouvoir mieux co-construire et mieux travailler cette concertation avec le porteur de projet agricole. Donc c'est vrai que c'est aussi la spécificité de ces projets agri-PV qui lient quand même deux compétences, à la fois la médiation et à la fois la connaissance agricole. Qu'est-ce qui vous frappe le plus de vos observations de terrain? Vous m'avez dit ça se tend parce que la pression se tend aussi sur le territoire. Il y a de plus en plus d'opposition, en fait. En fait, on est dans le monde de tous les jours, c'est-à-dire que tout le monde est rivé sur ses réseaux sociaux, sur sa communauté, et on vit entre communautés qui ne discutent plus. Et donc, on sait que le monde agricole a un manque de communication sur le métier. L'agriculture, les citoyens l'aiment, les agriculteurs un peu moins. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas le bruit du tracteur, ils n'aiment pas l'odeur, ils n'aiment pas le chant du coq, je schématise. Et donc, en fait, ils ne connaissent pas les pratiques agricoles et ils ne connaissent pas forcément comment le steak arrive dans leur assiette, comment il est fabriqué. Voilà. Et donc, tout ça, en fait, c'est simplement un effet loupe que l'on constate sur ces projets-là, de la méconnaissance des uns et des autres et du non-dialogue qui existe en milieu rural, mais également dans les villes. Et on est vraiment entre nous, entre soi. Et donc ça, en fait, il faut arriver à ouvrir un espace de dialogue.
et à comprendre l'autre. Déjà, si on fait ces éléments-là, on participe amplement en fait, à la mise en place d'un dialogue qui peut créer aussi après de belles dynamiques dans certains territoires. Suite à des concertations, il y a eu notamment des communautés de communes qui ont mis sur leur chemin de randonnée des explications sur les ENR, qui ont rejoint des projets de la Comcom sur un méthaniseur qu'ils avaient mis en place pour notamment leur territoire, etc. Donc ils avaient relié des projets ENR en titre général, ils avaient associé les associations, donc ça avait créé du lien, et donc ils faisaient notamment la route des ENR qu'ils allaient mettre en place avec une rando annuelle. Voilà, par exemple, c'est un exemple d'un projet là qui est écrit, il n'a pas encore de vie, mais c'est un projet issu des concertations et qui va réunir le territoire au-delà du projet simple AgriPV qui est en construction. Jean-Philippe. Oui, exactement, oui, plutôt que de s'opposer au projet qu'on ne connaît pas, hein, en s'en approchant, on s'approprie du projet et on peut en tirer donc des bénéfices inattendus. Voilà. Et donc ça commence par l'agriculteur qui est en capacité d'aller expliquer déjà à ses voisins de proximité, à créer un peu ce cordon de bienveillance autour de lui. Et puis après, par effet boule de neige, ça peut remonter jusqu'au maire, etc. André, est-ce que vous faites du prosélytisme ? Non, moi j'avais envie de rappeler qu'on pouvait aussi, dans les discussions et les débats, mettre sur la table, mettre à l'étude donc, de l'autoconsommation collective pour bien démontrer donc, ce qu'on peut construire sur un territoire, encore plus sur un territoire qui est déficitaire. Donc montrer que c'est, une fois de plus, c'est d'intérêt général. Le projet, il est d'intérêt général. Il n'est pas pour un agriculteur et un développeur. Donc il y a cette concertation et puis en le concrétisant, quoi. On peut, voilà, après le stockage et après justement sur les véhicules électriques, comment on peut améliorer les choses, que ce soit pour les communes, que ce soit pour les particuliers. Ça lance donc une bonne réflexion sur justement les énergies renouvelables, leur utilisation et aussi on peut aller jusqu'au changement de pratique des uns et des autres. Julien, sur cette question de la concertation, peut-être, quel est votre point de vue là-dessus ? Oui, nous, on a toujours eu un peu cette idée que l'agriculture, c'est dans un territoire et qu'on on est obligé, quelque part, de travailler avec les nombreux acteurs qui peuplent ce territoire. Comme je l'ai déjà dit, évidemment, sur l'agrivoltaïsme, il y a encore un petit peu tout à imaginer. Les choses évoluent très, très vite. On voit plein de nouvelles formes un petit peu de co-construire et c'est ça aussi qui fait un petit peu la beauté des projets, quoi. Est-ce que vous souffrez de cette méconnaissance de votre monde, de l'élevage par exemple ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous handicape aujourd'hui, par exemple ? Alors, en fait, quand on voit un petit peu au jour le jour, nous arriver plutôt, donc là, moi je vais plutôt être au niveau de la relation qu'il va y avoir entre un développeur et un agriculteur. Et on voit évidemment que on est sur des ingénieurs d'un côté, parfois très électriques, et d'autres plus ingénieurs agro, ou techniciens ou éleveurs, qui ne se comprennent pas forcément, en tout cas pas le premier jour. Et qui par contre sont tous de bonne volonté, et à un moment ou à un autre, dès lors qu'on arrive à mettre en avant chacun ses besoins, on arrive à établir des choses. Alors, le plus dur, c'est quand chacun reste un peu sur ses positions, quoi. C'est le cas ou on s'attend à changer ? On peut évidemment le voir. Nous, on accompagne aussi des prises de conscience sur les systèmes agricoles. Parce que c'est quand même un petit peu là notre force, c'est de connaître les systèmes agricoles et dans leur diversité qu'il peut y avoir. Enfin, je parle en élevage, évidemment. Et du coup, on se rend compte que sur une exploitation, eh bien, il y a toujours possibilité de faire des petits changements. Également, pour les développeurs, prendre en compte tout le matériel qui est à disposition sans faire trop d'autres investissements. C'est des choses qu'il faut qu'on soit capable de mettre en avant et de manière à créer un système qui soit bien dans son territoire, quelque part, bien sur son exploitation, sans venir rajouter plein de choses qui viendraient un peu hors sol, quelque part, quoi. Blandine, vous m'avez dit, quand on a préparé cette session, on ne peut plus monter de projets privés comme avant. Pourquoi ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant, le citoyen veut
connaître les projets, veut comprendre. Et à l'heure de la digitalisation, en fait, il est aussi très facile d'aller voir un peu des outils, des projets qui existent ailleurs. Et comme il est très facile d'aller prendre un kit d'opposants et de l'utiliser aussi. Donc, quelque part, c'est aussi cette notion de un projet doit être monté, doit être construit en amont. Et ensuite, cette concertation, elle permet justement d'améliorer le projet tel qu'il existait avant, et avec des améliorations parfois qui sont anodines, qui peuvent être de participer aux espèces qui vont créer la haie qui va cacher les panneaux. C'est peut-être aussi de réfléchir à enlever 3 rangées de panneaux par rapport à une covisibilité qui était trop forte, par rapport à un gîte rural qui est à côté. Il faut savoir qu'actuellement, voilà, réserver un gîte rural, 90% le font via Internet, et font quoi? Photo satellite. Donc ils voient absolument tout aussitôt, on se dit mais c'est quoi juste à côté du gîte? Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Voilà. Et donc il y a des choses comme ça toutes simples qui font que ça concerne tout le monde. C'est pas chez nous, mais on s'occupe voilà de ce qui nous concerne, ce qui va nous gêner, et on veut donc réagir et participer. Et une fois qu'on a un peu accès au projet, qu'on peut voir qu'on peut quand même faire évoluer quelque chose, parfois ça permet d'atténuer l'opposition. On va prendre vos questions dans la salle et puis sur le chat également. Mais Blandine, est-ce que vous auriez une illustration d'un projet que vous avez accompagné ou que vous accompagnez toujours à l'heure actuelle, heureux, qui s'est bien passé grâce à une concertation apaisée ou qui est allé vers l'apaisement? Alors, on connaît beaucoup de projets qui sont allés vers l'apaisement. Il faut savoir qu'il y a encore l'année dernière, on nous appelait quand même plus en pompiers. Et ça, pour éteindre le feu, c'est ça? Voilà. Et ouais. Donc, très concrètement, quand on a déjà une opposition très forte, quand on a des gens qui se sont opposés, qui sont allés voir le maire en disant « tu signeras jamais », etc., parce que ça, on n'en veut pas, et forcément, on arrive en terrain qui sont un peu plus délicats que quand on démarre complètement à la base. Actuellement, on accompagne 2 projets qui se passent très bien. Il faut dire que l'audit de ces 2 projets au départ avait montré qu'on était dans une situation plutôt apaisée, avec des porteurs de projets extrêmement bien intégrés dans leur environnement. Ça compte beaucoup, la nature du porteur de projet. On l'a vu sur le projet agricole, mais sur la concertation, c'est évident. Si la personne est justement administrateur à sa COP, si il utilise la CUMA locale, si il a de bonnes relations avec ses riverains qui sont des néo-ruraux, etc., ça change tout. Et par contre, ça n'exclut pas celui qui n'a pas forcément de bonnes relations, mais par contre, il faut plus travailler à ce moment-là quand on connaît cette situation-là. Et donc là, sur les 2 situations que l'on suit, pour l'instant, on en est à l'écriture des rapports, et donc pour l'instant, il y a plutôt eu une très bonne discussion et une très bonne participation des riverains sur les 2 projets aux réunions d'information et de concertation. Donc a priori, il n'y a pas eu d'opposition qui se sont levées. Voilà. Après, la nature des projets étant tellement différente sur les 2 projets, la suite ne sera pas liée à la concertation, je pense. Mais voilà. Après, sur les projets où vraiment on est arrivé en pompier, notamment sur le Causse-Comtal, ça fait 2 ans et demi, et je pense que ce projet a vraiment de grandes difficultés qui sont plus liées à des enjeux environnementaux très forts et à une situation particulière de l'Aveyron sur la prise en compte de la grippe EV. Dans quelle région en Aveyron? Ouais. Oui. Jean-Philippe, un exemple de projet dans lequel vous avez été embarqué et dont vous êtes fier aujourd'hui? Oui, mais donc effectivement des projets où il y a un vrai projet agricole avec un agriculteur qui peut expliquer ce qui le porte, et des voisins qui ont envie de comprendre aussi ce qui se passe. Et puis des maires qui se disent il y a peut-être un bénéfice au niveau de l'autoconsommation, enfin voilà, donc quelque chose qui se construit. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage de voir des départements qui affichent des positions anti comme ça, un peu systématiques, alors que justement par la concertation, par la réflexion, il y a des bénéfices à aller chercher auxquels on ne pensait pas au départ, quoi. Voilà. Oui, allez-y, je vous en prie. Pour répondre à la même question, notre satisfaction, effectivement, c'est lorsqu'on accompagne des jeunes qui s'installent, qui créent un troupeau de moutons, on dit, voilà, on a réussi à trouver donc l'équilibre, et justement, l'agrivoltaïque vient aider ce jeune donc, à s'installer. Donc ça, c'est important aussi au vu du manque donc d'agriculteurs, vu que la production ovine, on produit moins d'un agneau sur 2 qui se consomme. Donc à chaque fois qu'on dit on a réussi à installer un jeune, et on a déjà plusieurs cas, mais on en a plein en projet aussi.
Allez, je me tourne vers la salle. Encore un petit quart d'heure d'énergie pour voir s'il y a des questions. On va faire circuler le micro. On va prendre aussi des questions du chat s'il y en a. Manifestez-vous. Oui. Il y a au moins 2 bras qui se lèvent. 3, 4. Oh là là. Allez, 4 questions. On vous écoute. Bonjour, Brice Rousseau, Société Prosola Énergie. Je pense que ma question va plus être pour Monsieur Fradin. Merci pour votre travail sur notamment les guides agrivoltaïsme à l'IDEL. Et j'aimerais savoir si vous avez pu travailler sur d'autres filières. Je pense notamment à la filière volaille, par exemple, vu qu'on peut sur le même style que les guides ovins ou bovins, ou si vous avez d'autres filières en vue. La filière volaille, Julien. Alors c'est un exemple, les filières volaille. Ouais. Alors en fait, c'est la limite de notre institut technique, qui est l'IDEL, c'est qu'on s'occupe que des ruminants, des herbivores. Donc ovins, bovins, caprins, mais on n'en voit pas beaucoup des projets caprins en agrivoltaïque pour l'instant. Voilà. Mais donc ou plutôt non, cela faut aller voir l'IFIP, l'ITAVI pour le porc et la volaille, etc. Après, l'ITAVI a fait une charte par rapport aux volailles, donc elle est en ligne sur leur site. Alors oui, et puis il y a Vincent au premier rang. On prend votre question. Monsieur, allez-y. Merci. Oui, merci. En tout cas, merci aussi pour toute la qualité de cette journée. Je m'adresse à vous pour une question que l'on m'a posée. Je suis photovoltaïcien depuis fort longtemps et donc j'ai des amis qui sont en Poitou et qui me disent la question suivante. L'installation de générateurs photovoltaïques augmente la valeur de l'exploitation et donc alors que beaucoup d'agriculteurs souhaitent arrêter leur activité et qu'il y a, si je ne me trompe pas, un certain nombre d'exploitations à vendre et qui ne trouvent pas preneur, est-ce qu'il y a une augmentation de la valeur du terrain par l'installation de générateurs photovoltaïques? Qui veut tenter une esquisse de réponse à cette question? C'est une bonne question. André. C'est une bonne question. Donc on se la pose effectivement, cette question-là, les conséquences donc sur le moyen et long terme. Donc on sait que le propriétaire pourra toujours transmettre son exploitation, soit donc à ses héritiers, soit il pourra la vendre, mais si la question c'est à quel prix. La question, c'est à quel prix. Donc, il y a quand même toujours le foncier qui appartient au propriétaire et la centrale, elle appartient au développeur. Il ne faut quand même pas oublier ça. Bon, voilà. Donc, il ne vend pas la centrale, le propriétaire. Hein. Le propriétaire, il aura son terrain à vendre, mais sur lequel, effectivement, il y a donc des contrats de location sur une certaine durée. Et donc, tout dépendra si on est donc à la 20e année de la centrale. Si on est à la 30e année, il y aura peut-être des choses comme ça, mais normalement, il ne peut pas y avoir une grosse spéculation. Et par contre, ça aura plutôt donc l'intérêt de rester plutôt donc le foncier à la location. Les propriétaires vont être plutôt incités à le garder pour eux ou pour leurs héritiers. Et dans les transactions, il n'y en aura peut-être que très peu. Blandine. Peut-être un ajout là-dessus. Donc, quand on accompagne des opérateurs, on parle d'équité à mettre en place dans les contrats entre le propriétaire et l'exploitant, sachant que le propriétaire peut être l'exploitant au moment de la réflexion sur le projet, mais il y a bien 2 contrats distincts qui sont signés, un avec le propriétaire, un pour l'exploitant, ce qui permet notamment dans les transmissions de pouvoir justement céder une part de cet argent en fait, à celui qui va reprendre. Et donc ça facilite la transmission sans toucher au prix du foncier. Donc voilà, mais c'est une crainte de la profession agricole. Donc c'est vrai que voilà, c'est tous ces éléments qui sont aussi présents dans certaines chartes départementales en plus de la loi. Jean-Philippe. Oui, donc déjà la question, si on parle de valeur, c'est toujours intéressant. C'est plus facile de transmettre une exploitation qui gagne des sous qu'une exploitation qui n'en gagne pas, hein, déjà première chose. Ensuite, au niveau de la coopérative Terrena, on fait attention justement au niveau de la répartition de la valeur entre le propriétaire et l'exploitant, si ce sont 2 personnes différentes, de tourner plus la rémunération vers l'exploitant. Voilà, c'est quand même l'acte de production qui compte par rapport à la propriété, disons. Voilà. Et du coup, ça ne peut que favoriser aussi la transmission de l'activité agricole.
Évidemment. La rémunération des contrats, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un revenu net pour l'agriculteur. Ça rentre dans son chiffre d'affaires, on paye ses charges sociales et tout ça. C'est loin d'être du net. Mais ça, dans justement les explications, il faut les donner d'entrée, parce que ceux qui croient que c'est l'équivalent d'un salaire, ce n'est pas du tout ça. Et on peut décortiquer les prix, les choses, et il faut le faire. L'argent, ça ne doit pas être tabou, il faut le dire. Question, monsieur. Bonjour, Mathieu Harard, ingénieur agronome chez Green Yellow. Je me demandais, parce qu'on parle de pratique, de changement de pratique, de concertation et d'acceptation, si dans certains projets où l'agriculteur peut être amené à changer ou à adapter un petit peu ses pratiques, notamment vers des pratiques qui vont être un petit peu plus respectueuses de l'environnement ou avec une pression sur l'environnement un petit peu moins forte, par exemple, soit induite par la centrale, soit par choix de l'agriculteur, de compenser un peu, on va dire, la perte économique liée à une baisse de rendement par le loyer agrivoltaïque. Est-ce que, par exemple, voilà, ça peut être de l'agriculture de conservation des sols, ça peut être, on parlait du pâturage tournant dynamique tout à l'heure. Enfin voilà, des pratiques qui soient un petit peu plus acceptables, on va dire, par les citoyens en termes de pression sur l'environnement. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi un moyen de favoriser l'acceptabilité ? Et au regard de la loi, parce que le décret et l'arrêté nous proposent, enfin nous imposent plutôt des indicateurs de rendement quantitatifs, avec les 90% de rendement obligatoire ou le taux de chargement ou le taux de biomasse, mais elle ne parle pas vraiment des pratiques, de la qualité des pratiques. Est-ce que ça ne serait pas quelque chose, un levier d'acceptation plus important, d'avoir d'accès sur la qualité plutôt que sur la quantité des rendements ? Mais, comme le disait Blandine, effectivement, il y a besoin d'explications, parce que là, on rentre sur la technique, la conduite donc, de l'élevage, la gestion donc, du pâturage. Donc, il y a besoin d'expliquer pourquoi on le fait comme ça, qu'on fait bien attention au bien-être donc, animal. C'est aussi pour ça qu'on veut de l'ombre. Donc, oui, il y a des explications donc, à donner autour de ça, quoi. Après, la difficulté dans l'application de la loi APER, c'est notamment la démonstration du revenu durable et de l'EBE. Donc, quand on change ses pratiques, justement, il y a des fois un risque d'avoir un revenu plus faible sur certaines pratiques, parce qu'on va diminuer le chargement, on va diminuer donc le revenu lié à l'atelier. Après, les décrets l'imaginent quand même sur l'ensemble de l'exploitation, donc ça dépend aussi le projet par rapport à l'exploitation dans sa globalité. Et après, ça va vraiment dépendre de la manière dont le porteur de projet va pouvoir parler de son projet, parler de son choix. Si c'est un choix qui est dicté par les riverains, ça ne marchera pas. Moi, je vous le dis de suite. Si c'est vraiment porté par le porteur, qui va l'expliquer en CDPNAF et qui va expliquer qu'il a trouvé d'autres voies de commercialisation, qu'il veut aller vers tel label, qu'il veut aller vers telle démarche pour telle et telle raison, par rapport à ce qu'il connaît de ses sols, de ses animaux, etc. Là, il y a du sens. Et ce qu'expliquait un petit peu Vincent tout à l'heure, là, on peut, entre guillemets, s'écarter légèrement d'un critère de loi APER pour que la CDPNAF soit vraiment confiante dans la durabilité du projet. Par contre, ce n'est pas les contraintes extérieures qui doivent faire changer. C'est intrinsèquement, si c'est le projet de l'exploitant, à ce moment-là, ça a du sens. Je préfère vraiment le dire. Et on peut aller plus loin sur l'impact environnemental, le stockage du carbone par les prairies qui n'est pas connu. Et la prairie capte autant de carbone qu'une forêt. Donc on peut élargir et prouver l'impact sur l'environnement, sur le changement climatique. Il y a plein de choses à expliquer. C'est le moment aussi de rappeler certaines vérités. Vincent, question. Merci. Ce serait plutôt une question pour Julien et pour Jean-Philippe, si c'est possible, à tous les deux. Dans le cadre de l'application de la loi APER, on a évoqué tout à l'heure le sujet des contrôles. Donc il va y avoir des contrôles préalablement, puis tous les 6 ans, puis tous les 3 ou tous les 5 ans. Et ce contrôle, il va porter sur l'ensemble de la centrale agrivoltaïque, donc le côté urbanistique, solaire, les panneaux, que le transfo est bien isolé, etc. Très bien. Mais il va aussi, comme on le disait, avoir lieu sur la production agricole, qui doit être donc suivie tous les ans, peut-être tous les 2 ans si on peut se permettre, enfin,
disons tous les ans. Elle doit être suivie, des relevés doivent être faits selon un protocole expérimental qui aura été présenté en amont à la CDPNAF. Et aujourd'hui, on se fait un petit peu me fait un petit peu le porte-parole des développeurs avec qui je travaille. On est à la recherche vraiment sur le terrain d'acteurs qui, en complément des protocoles que nous on peut écrire, ou en tout cas on peut co-écrire, d'acteurs qui seraient sur le terrain aujourd'hui présents pour aller faire ces relevés d'année en année et pour nous aider, pour aider le développeur et l'agriculteur à surveiller la production agricole. Comment se positionnent aujourd'hui à la fois les coopératives et les instituts techniques que vous représentez tous les deux? Alors, Julien et Jean-Philippe, et puis on conclura la session. Merci pour la question. Du coup, nous, Institut Technique, on est vraiment notre cœur de métier, c'est de faire de l'expérimentation et donc de mettre en place des protocoles. Donc là, d'une certaine manière, ça nous va bien. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles on y réfléchit et on met en place des méthodes d'évaluation qu'on est en train de créer, certaines qu'on a déjà. Et alors, on est un institut technique, on est à peu près 300 personnes en France sur tout un tas de métiers. On ne pourra pas aller partout. Par contre, on peut évidemment travailler sur la réflexion des protocoles qui vont bien en fonction du projet. Et ensuite travailler avec un acteur local qui le met en place. Et nous, on traite les données. Enfin, on peut faire voilà, la synthèse de tout ce travail. Et c'est ce sur quoi on a commencé à avancer, quoi. Jean-Philippe. Oui, donc nous, au niveau de la coopérative, on est justement, enfin, c'est dans notre ADN d'accompagner l'agriculteur dans sa production agricole. Donc on a plusieurs dizaines de techniciens qui passent le voir régulièrement pour l'aider. Et donc avec notre partenaire justement Altarea, on s'est engagé, nous, au niveau du groupement, à faire ce suivi annuel de la production agricole. On ne peut pas aller a priori jusqu'au contrôle, d'après ce que disent les textes aujourd'hui. Mais en tout cas, et donc pour nous, on a une obligation du coup de moyens d'accompagner l'agriculteur. Et justement, s'il y a des sujets de transmission aussi, de pouvoir aider à trouver des successeurs, etc. Merci pour cette précision. Une dernière question peut-être du chat? Oui, il y a une toute dernière question du chat, un sujet qui a été peu abordé jusqu'ici. Et je ne sais pas ce que vous pourrez en dire, vous, à votre place, mais c'est le sujet du démantèlement de l'installation, avec justement le risque de démantèlement, soit en fin de contrat, a priori la centrale est amortie, soit suite à un contrôle régulier, périodique. Du coup, avec la question de est-ce que les 10 000 euros par mégawatt suffisent, ceux qui sont prévus par le décret, et quelle responsabilité ça fait porter éventuellement sur le propriétaire du terrain et ou l'exploitant. Voilà, qui est une question qui a fait un peu débat dans le chat. Blandine. Alors, je vais faire référence un petit peu à tout ce qui ressort des concertations. C'est un vrai sujet. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que ce sera suffisant? Certains disent non, mais au vu des investissements, etc., il n'y aura pas de démantèlement. Moi, je pense, et je suggère même qu'il y en ait quand même quelques-uns pour faire l'exemple pour des projets qui ne seront pas compatibles. Donc, effectivement, très clairement, la nouvelle filière a besoin d'être exemplaire. On l'a vu avec un certain nombre d'autres filières qui ont dû s'arrêter net. C'est vrai qu'actuellement, voilà, il faut qu'on puisse montrer cette synergie agriculture-énergie. Moi, j'y crois, on voit sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui se sont engagés sur ces projets. C'est long à monter. Donc, effectivement, s'il y a des moutons noirs, il faudra aussi pouvoir les arrêter. Donc, je pense qu'en termes de positionnement, la filière doit tenir ce discours-là. Après, je conçois que les enjeux financiers sont importants. Dans la loi, il y a quand même ce fonds de sécurisation. Il faut espérer que ceux qui l'ont calculé ont réalisé ça sur des bases concrètes. Mais ça, vraiment, ce n'est pas mon domaine. Mais très concrètement, c'est quand même quelque chose qui doit faire avancer sereinement tous les acteurs. Parce que si on travaille bien, il n'y aura pas de démantèlement. C'est ça, en fait. Vous avez le mot de la fin, Jean-Philippe? Non, mais tout à fait d'accord sur voilà, c'est une manière de bien travailler, puisqu'il y a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je sais que nous, on a demandé à notre partenaire de mettre l'argent de côté dès le début du projet pour qu'il y ait bien une somme éventuelle pour démantèlement. On espère ne pas s'en servir. Après, il y a la question du montant. 10 000 euros, nous dit la Creux, je crois. Bon, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas encore, on verra peut-être. Mais en tout cas, donc, il faut tout faire pour que les projets au départ soient de qualité, en fait. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir chaleureusement. Bravo, bravo à tous les quatre. Merci Blandine, merci messieurs pour cette table ronde très intéressante. Et comme vous avez été tous très très bons, vous êtes invités à un cocktail de clôture.
Merci à tous pour cette journée très intéressante. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous accompagner. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Un petit mot de fin? Oui, je sais pas si j'ai Attendez, encore... un dernier petit mot. Ouais, dernier petit mot simplement pour tous vous remercier de votre participation active effectivement à cette journée, remercier la FNO qui nous a accompagnés sur la définition de la journée, remercier les 2 sponsors qui nous ont accompagnés aussi sur le montage de cette journée, évidemment les équipes qui ont travaillé à sa réussite et évidemment les intervenants et vous Sophie pour la qualité de l'animation et la qualité de leurs prestations parce que c'était vraiment très apprécié je pense collectivement et donc j'espère vous donner rendez-vous l'année prochaine pour le 2e Carrefour de l'agrivoltaïsme. Et en attendant, de très belles fêtes.